La dépression, on en parle tout le temps, on a l'impression de savoir ce que c'est, mais est-ce qu'on la comprend vraiment? C'est une maladie qui touche des millions de gens, et pourtant elle est encore tellement pleine de clichés. Aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble, histoire de voir plus clair et d'aller au-delà des idées reçues. Voilà, c'est la question centrale. On a tous ressenti de la tristesse, un gros chagrin. C'est normal, ça fait partie de la vie. Mais à quel moment ça bascule? Où est la frontière entre cette émotion qui est tout à fait saine et une maladie? C'est cette ligne qu'on va essayer de tracer ensemble. Bon, avant de plonger, posons les bases. La santé mentale, ce n'est pas un truc binaire, genre tout va bien ou tout va mal. Il faut plutôt l'imaginer comme une sorte de météo intérieure, qui change tout le temps. C'est un équilibre super dynamique. Ce n'est pas un interrupteur on-off, c'est bien plus nuancé que ça. Alors, entrons dans le vif du sujet. Pour piger ce qu'est la dépression, il faut d'abord comprendre le terrain sur lequel elle se développe, l'humeur. Et l'humeur, ce n'est pas juste être de bonne ou de mauvaise humeur le matin. Non, c'est beaucoup plus profond. C'est en quelque sorte la toile de fond de toute notre vie intérieure. Ok, cette définition date un peu, c'est vrai, mais elle est d'une clarté incroyable. L'humeur, c'est notre thermostat émotionnel de base. Il oscille, c'est normal. Ce qui est super intéressant, c'est cette idée de tonalité. L'humeur, c'est le filtre à travers lequel on va percevoir absolument tout ce qui nous arrive. Et là, la différence devient limpide. Une émotion, c'est une averse. C'est soudain, intense, ça réagit à un truc précis. La joie d'apprendre une bonne nouvelle, la peur face à un danger, ça vient et puis ça passe. L'humeur, c'est le climat. C'est le ciel qui reste gris et bas pendant des jours et des jours, bien après que l'averse soit terminée. Ok, maintenant qu'on a bien fait la différence entre l'humeur de fond et l'émotion passagère, on arrive au point crucial. À quel moment est-ce que la tristesse, cette émotion humaine qui est normale et même nécessaire, devient un symptôme? À quel moment elle sort de son rôle pour devenir pathologique? C'est là que tout se joue. En gros, il y a 3 grands signaux d'alerte. D'abord, la disproportion, une petite contrariété qui provoque un effondrement total. Ensuite, la durée. La tristesse reste aussi intense des mois après alors qu'elle devrait s'apaiser. Et enfin, le plus étrange peut-être, c'est quand elle débarque sans raison apparente, comme un brouillard épais qui tombe d'un coup. Et voilà, quand ces signaux sont là, on ne parle plus d'un coup de blues, d'un manque de volonté ou d'un « laisse-toi aller ». Non, on entre dans le territoire d'une maladie. Une vraie maladie, complexe, documentée, avec ses causes, ses symptômes et ses traitements. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est ce trio. Il y a la tristesse, bien sûr, mais il y a surtout cette douleur morale, un poids constant, indescriptible. Il y a la souffrance des pensées qui tournent en boucle, et puis il y a ce fameux ralentissement. C'est l'impression d'avancer dans des sables mouvants, où chaque geste, chaque pensée demande un effort surhumain. Et la cause alors? En fait, il n'y en a pas une seule. C'est plutôt une sorte de tempête parfaite. Il y a une part biologique, un dérèglement de la chimie du cerveau, une part génétique, une sorte de vulnérabilité, et une part psychologique, liée à notre histoire, à notre façon de voir les choses. Le point essentiel, c'est que personne n'est à blâmer. Un autre point hyper important à comprendre, c'est qu'il n'y a pas une seule dépression. Il y en a des dépressions. C'est un peu comme dire le cancer. En réalité, il y a plein de types différents, avec des symptômes et des évolutions qui n'ont rien à voir. Par exemple, on a la dépression mélancolique, la forme la plus sévère, une sorte de paralysie par la douleur. On a la dépression masquée, très trompeuse, qui se cache derrière des maux de dos, des migraines. L'anxieuse, elle, est pleine d'agitation. Et la dysthymie, c'est comme une chape de plomb, moins intense, mais qui dure des années. Là-dessus, il faut être très clair. La dépression mélancolique, ce n'est pas juste une grosse déprime. C'est une urgence vitale, au même titre qu'une crise cardiaque. La souffrance est tellement insupportable que le risque de passage à l'acte est majeur, et il est immédiat. C'est énorme. Ça veut dire qu'une personne sur 5 qui souffre de dépression va vivre avec pendant plus de 2 ans. Ce n'est pas juste un mauvais moment à passer, ça devient une maladie chronique. C'est un combat de tous les jours, un marathon épuisant. Ok, au-delà de toutes ces classifications, de l'extérieur, qu'est-ce que ça fait, de l'intérieur, essayons de mettre des mots sur ce qui se passe vraiment au cœur de la maladie, sur le vécu de la personne. Voilà le noyau dur de la maladie, cette souffrance morale, cette douleur qui n'a pas de nom mais qui prend toute la place. Ce sentiment de désespoir absolu, la certitude que ça ne s'arrangera jamais. Ces pensées qui tournent en boucle, ce disque rayé de la culpabilité. Et au final, la perte totale de l'estime de soi, ce sentiment de ne plus rien valoir. Et là, on touche à l'un des paradoxes les plus terriblés de la dépression. C'est souvent le manque total d'énergie, cette paralysie causée par la maladie elle-même qui empêche le pire. Le vrai danger, c'est quand le traitement commence à faire effet. L'énergie revient, mais l'envie de vivre, elle, pas encore. C'est une fenêtre de tir extrêmement dangereuse. S'il y a une seule chose à retenir de tout ça, c'est bien celle-là.
On ne choisit pas d'avoir une dépression, pas plus qu'on ne choisit d'avoir du diabète ou de l'asthme. Ce n'est pas une faiblesse de caractère, ce n'est pas un caprice, c'est une maladie, une vraie, qui a besoin de soins, d'un diagnostic et surtout de beaucoup de compréhension. Et on termine sur cette question qui en fait nous est posée à tous. Maintenant qu'on a peut-être quelques clés en plus pour comprendre, comment est-ce qu'on fait, collectivement, pour être plus attentif à cette souffrance qui souvent ne se voit pas? C'est une réflexion qui nous concerne tous. Merci d'avoir suivi cette analyse.